Vous avez vibré avec les truculentes histoires des locataires du 33 boulevard Haussmann. Vous avez aimé être voyeur de cette radio-réalité et pénétré l'intimité de ces personnages. Laissez-vous maintenant guider dans les méandres du passé et découvrez ceux qui, un jour, ont été pensionnaires du lieu. Découvrez maintenant les archives du 33 boulevard Haussmann. So the shame, hey. Ouvrons les pages des archives du 33 boulevard Haussmann à la page 1431. Aujourd'hui, chers vous tous, nous devons... Je suis un peu ému là. Ça va aller, détends-toi. Nous devons ouvrir une page douloureuse des archives du 33 boulevard Haussmann. En effet, celle-ci nous replonge dans le grand bain de l'époque coloniale. Que dis-je le grand bain de l'époque coloniale? Le cloaque moyenâgeux de suffisance occidentale, la verrue posée sur l'édifice glorieux du fessier européen, la fistule diarrhétique des colons blancs, le point noir posé sur le grand livre immaculé de l'histoire encore adolescente. Car oui, nous allons mettre le doigt et le reste là où ça fait mal, et si ça sent fort, ça signifiera que nous ne craignons pas de tripoter la mer. Aujourd'hui, elle est au nord de la carte. Éléonore fréquenta le 33 boulevard Haussmann vers la fin du 19e siècle, avec son chirurgien de mari. Pendant une escale lors de leurs allées et venues entre l'Angleterre et le Congo. Éléonore était issue d'une vieille noblesse française et avait toujours voulu garder son nom en hommage à son père, René de la Carte. Celui-ci, bien que beau parleur, n'avait aucune méthode pour les discours et à l'inverse de l'autre, n'eut aucun succès dans la philosophie et du coup n'eut pas droit au pluriel. Le sieur de la Carte, une huile donc, s'était fourvoyé dans des placements hasardeux et avait fait ruine comme d'autres fortunes. Il avait dû céder son herbe tendre, son précaré, sa fille en pâture aux appétits d'un fourbe rejeton de la perfide Albion pour renflouer non seulement son pécule, mais aussi son honneur. À cette époque, Éléonore de la Carte était encore fidèle à son mari aux ailes de pigeon sans envergure qu'elle avait épousé pour toucher du doigt l'ineffable plaisir, pour caresser la chair tendre, pour se frotter voluptueusement à la noblesse aristocratique européenne. Son mari était Lord Nator, et si son prénom était Édouard, il préférait qu'on le nommasse ainsi Lord I. Nator. Comte de Sussex. Confident et psychiatre des chiens de Sa Majesté la Reine, grand chambellan du sodomisage de coléoptères et chirurgien plastique officiel détaché à l'entretien et au relooking du scrotum du roi. En effet, la libido chez les têtes couronnées de ce monde était en berne. Elle Stéphanie. Bonsoir. Elle reste l'un des personnages les plus controversés de notre histoire. Et le monarque en avait gros sur la patate. Ça lui faisait comme une lourdeur pesante qui avait au fil des jours déformé son petit paquet. Ses joyaux de la couronne, les bijoux du casse-très-fort. À l'époque, il n'était pas d'usage de porter des sous-vêtements proches du corps, et le roi, tenu de respecter le protocole, devait ainsi rester debout de longs moments. La pesante pesanteur n'épargnant ni les humbles ni les nobles, ses gonades en surcharge pesaient, et il n'était pas rare d'apercevoir l'une de ses roupettes se faire la malle en glissant sous le pantalon dissolu et de découvrir le monde tranquillement depuis le belvédère que représentent les royales chaussures. Cela pourrait rester cocasse si cela n'avait risqué de déclencher un incident diplomatique pendant une visite du tsar Nicolas Nikoka, qui avait la particularité de ne se désaltérer qu'avec de la vodka. Il ne pouvait boire que ça pour atteindre le Panthéon, l'Olympia, car quand il buvait un soda, tel Bruno, il avait le coca triste. Bref, lors d'une visite, croyant voir une petite souris, le fils du tsar n'avait rien trouvé de mieux pour jouer que d'écraser avec son poing la petite noisette fugueuse.
Ce faisant, sous l'effet de la douleur, le roi lui avait, par réflexe, retourné un low kick de bonne facture qui lui avait occasionné une bonne fracture, d'où malaise. Mais le tsar, compatissant à la liberté-philie testiculaire du monarque, avait par solidarité marave son con de fils, car décidément, ça ne se fait pas de jouer avec les roustons d'un roi, fût-il anglais. Bref, le roi avait dû entreprendre un lifting du soubassement, et pour ce faire avait confié à l'ordinateur le soin de retendre la flasquitude monarchique, ce qu'il fit avec succès et talent. Suite à l'opération, le bon docteur se trouvait donc devant une bonne demi-livre de peau blanche au sang bleu. Alors, que faire? Jamais à court d'idées, ce qui est suffisamment rare chez une femme pour être signalé, Éléonore de la Carte voulut par snobisme s'en servir comme canevas pour une broderie qu'elle destinait à sa belle-mère. Elle s'était dit que réaliser une scène de chasse en point de croix sur la peau de couille du roi tendu ne pouvait qu'être immanquablement apprécié par cette vieille. Éléonore se mit donc à l'ouvrage. Petite main laborieuse, patiente et appliquée, maîtrisant parfaitement le point arrière, le point grébiche, couché, le point dans la gueule, le point d'épine, le point de côté, le point de chaînette, le point de remplissage lancé ou glissé, le point serré, le pointillé et tillé pas. Mais au hasard d'un geste maladroit, elle fit tomber sur la peau tendue son dé à coudre, ce qui produisit un son cristallin de percussion comme sorti du plus divin des tambourins. C'est ainsi qu'Éléonore, qui n'était pas à l'ouest, eut une idée. Germa dans sa cervelle comme une graine pernicieuse. Un plan machiavélique se fit jour dans la sombre nuit obscure de la pénombre noire et ténébreuse de sa psyché déliquescente. Elle entendit les voix yell. Elle savait quoi faire. Et le Y, on le fait pas, non? Non. Je me remémore le fabuleux endroit où jadis vous bûtes durant la minute. Vous me donnâtes la tute, votre voix disait chute. Je gazouillais dans vos bras, les yeux pleins de rêves et de joie. Ces souvenirs sont en moi, ma vie, je vous la dois. Mais vous me la fîtes payer, vous ajoutâtes des intérêts. Votre ventre pendant le froid fut à cause de moi un poids que vous eûtes à supporter. Je détruisis votre silhouette, vos seins furent des gants de toilette. Quand je les eus vidés, vous ne dormâtes pas de l'été. Ces souvenirs sont en moi, ma vie, je vous la dois. Mais vous me la fîtes payer, vous ajoutâtes des intérêts. Vous fûtes dépité quand vous apprenâtes, horrifié, que j'étais débile profond. Vous fûtes très charitable, vous m'étouffâtes à table, en me gavant rageusement avec un petit pot au ciment. Ces souvenirs sont en moi, ma vie, je vous la dois. Mais vous me la fîtes payer, vous calculâtes en multiplier. Mon trépas fut un vrai délice, il mettait fin au supplice que vous supportâtes trop longtemps. Nous nous regardâmes dans les yeux, je les vis enfin heureux, vous dites, crève mon enfant, je dis, oui maman. Les archives du 33 boulevard Haussmann. Éléonore avait l'idée de l'année, du siècle, du millénaire. Elle jubilait. Elle savait à la fois comment devenir vraiment riche et marquer de son empreinte victorieuse cette époque victorienne, mais également faire chier le monde avec toute la perfidie que seule une femme peut imaginer. Fait numéro 1. C'est le samedi soir, vers 21h77, que Lord E. Nator, généralement grisé par l'essorage en règle d'1 litre de brandy, tente un rapprochement physique avec sa femme. Faut pas déconner, c'est quand même samedi soir. Fait numéro 2. C'est généralement vers 21h70-90 qu'Éléonore lui propose vertement d'aller se faire chevaucher à Mykonos, voire d'aller caresser la chatte qui dort au salon plutôt que la sienne qui prend la poussière sous sa robe. Fait numéro 3. En ce jour de grâce du 18 mars, miracle, Éléonore, parée d'un corset des plus affriolants, en porte-jartelle de cocotte, attend alanguie sur le sofa, un doigt négligemment enfoncé dans sa chatte. Car elle bougeait plus, la pauvre bête. Elle croyait qu'elle était morte, mais en fait non, elle dormait. Bref.
elle est tout entière offerte à la vue et au désir de son mari apoplexique. Quid de ses réticences, de ses rodomontades, colibets et autres lazzi qui fusaient quand l'appel du devoir conjugal voulait se conjuguer au présent et au pluriel. Combien de soirées passées sur la béquille, un popol tristoun sur l'oreille, au son lugubre des requiem de ces baloches contrites, et qui pourtant ne se sont jamais plaintes contrites. Mais ce soir, c'est Broadway! Il va la déchirer, lui en passer des kilomètres, lui faire chanter Ramona sur l'air des lampions, lui carcheriser la tubulure, lui montrer qui c'est Raoul, lui faire le tour du propriétaire sans toucher terre, lui en donner du bio, du saignant, de la viande porc carnassier, lui refaire les plombages à la chignole de compète, la grimper dans les étages via l'ascenseur sans la censure. C'est sûr, se vautrer dans la plus vile et le plus obscène stupre. En d'autres termes, le Lord lâche la rampe, se jette sur sa femme et 2 minutes 33 plus tard, après un plip libérateur, s'endort de tout son poids sur madame qui a même pas eu le temps de lui parler à l'oreille pendant l'acte afin de mettre en place son piège infâme. Tout ça pour dire que je viens moi aussi de faire presque 2 minutes 33 de texte sans avancer dans l'histoire. Textus interrompus. Au matin, Éléonore, entre le café et 2 tartines, entreprend autrement son mari. « Edward, je sais comment faire fortune et redorer le blason terni des Nator dans tout le Commonwealth. » « Foutre Dieu, my dear !»« Vous n'êtes pas assez carré pour gagner des ronds avec vos muscles, ni avec votre tête. Alors j'ai eu une idée. Vous allez ouvrir un cabinet de chirurgie esthétique et retendre les vieilles peaux flasques du royaume. » Foutre Dieu, my dear! La noblesse va se presser dans votre cabinet pour retrouver la sensation d'une peau ferme lisse. Foutre Dieu, my dear! Mais surtout, vous conserverez les peaux que vous couperez afin de faire des... Zorro est arrivé. Zorro est arrivé. Des djembés africains. Foutre Dieu, my dear! Je pars cet après-midi pour le Kenya afin de lancer la production du fût pour nos futurs tambours. Vous fournissez la police, je m'occupe du bois brut. Ça fait chier. Éléonore se lève, disparaît dans un courant d'air et va préparer ses 253 kilos de bagages pour le voyage. À cette époque, le Kenya est une colonie anglaise. Les colons qui, à la fin, ne sont pas que des trous du cul, possèdent. Ils possèdent tout, certes, mais ils possèdent, c'est-à-dire qu'ils niquent tout le monde, tout le temps, et à plus forte raison si ça a la peau noire. Et ceci avec la sensation ineffable d'être porteur de progrès. C'est avec cet esprit conquérant Éléonore arrive à Nairobi. À peine posé le pied sur la terre africaine, Éléonore se rend chez le plus grand fabricant de djembés d'Afrique. Celui qu'on appelle le luthier. Rapport au fait qu'il a pratiqué la lutte. Ce luthier légendaire est aussi connu pour avoir d'autres particularités. En effet, celui-ci est un pygmée bambou, car il sait être souple sur les principes, mais aussi et surtout, c'est le plus grand pygmée de tous les temps, presque 1,92 m au garrot. Pour vos interventions médicales, pensez garrot professionnel. Exigez la qualité, pensez au garrot gorille. Avec le garrot gorille, votre sang ne fait qu'un tour. Garrot gorille. Poupoupidou. Cet être de légende s'appelle Jean Bono Bonkassa, affectueusement surnommé Jean Bonobo, eut égard à ses incroyables dispositions à émouvoir la plus revêche des frigides barjots. Encore maintenant, il est écrit dans le marbre de quelques baobabs de la vaste bibliothèque de la culture locale orale qu'il était pourvu d'une espèce de... aux proportions hors normes. On raconte qu'un jour, dans la savane, il eut une violente et irrépressible envie de pisser. Il choisit un tronc sur lequel se soulager,
Malheureusement, il s'agissait de la patte arrière droite du roi des éléphants qui n'appréciait absolument pas être dérangé de la sorte. Au moment de charger pour réduire en bouillie l'importun, la bête avise le membre éminent de Jean et pris de complexe se pend illico à un arbre. Le radada avec Jean s'apparentait à une expérience mystique d'empalement, un peu comme si Shrek violait Dora l'exploratrice. La rencontre entre Éléonore de la Carte et Jean Bonneau Boncassa se fait donc. Et dans la moiteur touffante de la chaleur africaine, elle lui expose ses projets. Il lui montre ses atouts. Elle lui fait part de ses envies. Il lui déballe son matériel. Elle lui soumet ses buts. Il lui promet la lune. Elle lui demande de tenir ses promesses. Il lui assure une cadence infernale. Jean mène son monde à la baguette, mais les affaires de madame, il les mènera au gourdin. Les archives du 33 boulevard Haussmann. Ramaya. Et c'est ainsi que, portés par les élans lascifs de leur coït dantesque, qu'Éléonore et Jean Bonneau Boncassa mirent sur pied la plus formidable et la plus florissante entreprise du Kenya, car Ken, il y a. Comme sur les galères de jadis où les marins ramaient au son du tambour qui donnait la cadence, les petites mains ouvrières de l'entreprise étaient rythmées par les coups de butoir du sauvage Jean Bonobo sur le fondement conquis de cet aristocrate de chienne. Autant dire que ça bossait dur et sans relâche. Par bateaux entiers arrivaient d'Angleterre les vieilles peaux flétries de la noblesse flappie à l'aspect de flambis, et elles étaient montées, elles aussi, sur de gros fûts en bois dur et noir. L'industrie du tam-tam était pleine d'entrain sur les rails du succès.
La véritable fourberie d'Éléonore. Son vrai but inavouable en se lançant ainsi dans l'industrie du djembé était de fourguer ces merdes à la jeunesse blanche et désœuvrée d'Europe afin que des générations entières de parents se retrouvent à moitié sourds à force d'entendre leurs ados dégénérés enfumés par des volutes d'herbe tapés comme des abrutis sur leur pauvre peau tendue avec le sentiment extatique de produire des vibrations rythmiques propres à leur maître en communion avec la terre, voire retrouver une appartenance hypothétique à l'international primitif alors que eux au moins savent le faire en rythme. Et là, je viens de faire une phrase de 97 mots, soit 611 caractères, espace compris. Je hais le djembé! Les cadences infernales imposées à la libido d'Éléonore eurent pour conséquence inattendue de lui procurer un sexual breakdown, c'est-à-dire une crise d'ovaire, une chute d'orgasme, une déshydratation. Et Jean Bonobo, bien castentionné et attentif, ne vit rien venir. Alors qu'il la besognait amoureusement avec vigueur, soudain apparut dans la broussaille intime de madame tout d'abord une étincelle, puis un début d'incendie, prélude à un autodafé en règle, les Anglais en moins. Certes, une femme qui brûle sur un bûcher, c'est un peu comme une femme au foyer. Mais en l'occurrence, cela risquait d'enflammer l'usine entière et le business avant tout. Alors, le ténébreux amant voulut sauver sa belle, la prit à bras le corps et la jeta par-dessus la fenêtre afin qu'elle retombasse dans le marigot qui glougloutait en bas afin de circonscrire à la fois une femme et l'incendie. Hélas, 1000 fois hélas, elle tombit Route. au milieu d'un troupeau d'hippopotames et perdit la conne essence. Il est de notoriété publique que l'hippo est très agressif. C'est un peu le pitbull local, sauf que eux au moins, ils sont pas obligés de se trimballer une laisse et un blaireau à casquette au bout. Personne n'ose bouger pour sauver la patronne. Tout le monde tremble à part Kinson. Un ouvrier peule et qui peule le plus peule le moins. Kinson n'a peule de rien, si ce n'est de lui-même, car il est très moche. Il a un pied beau, et ça c'est pas un mollet. Et du coup, quand il se déplace, il a les grelots qui s'entrechoquent et qui sonnent en do dièse. Ce qui a la particularité de faire fuir les hippos, et ça, peu de gens le savent. C'est une exclue des archives du 33 boulevard Haussmann. Eh ouais, on croit que c'est des conneries, mais il y a du lourd. On nique du Wikipédia, lourd, trop fort. man, t'inquiète. Éléonore est donc sauvée. Mais elle est choquée pique. Elle se tient à carreau, ce qui pour une défenestrée est louable. Elle a le cœur en belote. Trèfle de plaisanterie, elle est bleuifiée. Et en plus, elle est pleine de caca, comme la princesse dans Hippopotame. Elle schlingue, mais si l'amour est aveugle, il a un nez. Éléonore est donc laissée seule, le temps que l'odeur s'estompe d'Eustache. Ce faisant, les miasmes pénètrent la peau de la dame et fusionnent avec ce qu'elle porte en elle. Car, oui, Éléonore, petit arbuste fragile, porte en elle le fruit du péché. Ouais, une grosse pêche, quoi. Un noyau germe dans sa matrice et se fond avec les remugles qui l'éloignent. Quelques mois plus tard, ce qui devait arriver arriva à gravir les rêves ravis et ouin-ouin du verbe. Et naquit qui ? Son fils Dantère. C'est son nom. Vous parler de Dantère serait palpitant, étonnant, divertissant, bouleversifiant, édifiant, pas chiant. Mais ceci est une autre histoire. Sachez tout de même que son séjour prolongé dans du liquide amniotique parfumé au crottin lui a valu d'avoir une haleine de poney mort, d'avoir mangé du bœuf, car l'anthropophagie chez le poney est absolument mortelle. Il avait également un amour immodéré pour les hippopotames, et il n'était pas rare de le voir déambuler en ville avec une casquette, un hippo en laisse avec un collier à clous. Mais à l'époque, il est surtout devenu célèbre à travers le monde pour sa fabuleuse invention. Il construisit le premier ordinateur qu'il appela en l'honneur de son associé, la fille de Kinson, la Peule. Il avait inventé les premiers circuits imprimés entièrement faits à base de poils de museau d'hippopotame. La prouesse technique était phénoménale. Malheureusement, comme l'électricité et le marché asiatique n'étaient pas encore essorés, Du verbe être en plein essor ? il ne pouvait pas le faire fonctionner. Ce qui, du coup, mit fin à ses espoirs de réussite dans l'informatique. Son destin desktop était sans débouché. Il décida de devenir le premier griot blanc africain. Il partit sur les routes, dispenser ses histoires de village en village, se faisant payer en nourriture comme le veut la coutume en Afrique. Et c'est une aubaine, l'Aden. Et depuis, dans son grand corps en bonne santé, islam.
2012, rue de Téhéran. Un grand soleil, un peu de vent. Une jeune femme, 19 ans, rajuste son foulard, charmant. Hijab au tissu légèrement coloré qui ne couvre pas le devant de ses cheveux auburn et paré de jolies tresses discrètes. Doux visage harmonieux, joliment encadré, regard profond, nez fin sous un grand front sérieux, peut-être un peu rêveuse, peut-être un peu distraite. C'est une fille, elle veut être jolie, quoi de plus normal? Elle a le sens de l'harmonie sous son joli châle. C'est une jeune femme cultivée, en cours à l'université. Elle lit le Coran et Chomsky. Elle est au courant des choses qui se déroulent à travers la terre, plus que ne l'était son grand-père. Bourrasque, le voile glisse un peu, elle sent le vent sur ses oreilles, quelques mèches de ses cheveux reflètent un peu du soleil. Elle prend le bus et se rend chez une amie, elle discute assise sur le bord du lit. De l'ingérence, de l'Occident, de l'islam, de la théocratie, de la démocratie, du nucléaire civil et militaire, d'Israël, de l'Amérique, de l'encerclement militaire. Leur cerveau s'exerce, leur regard transperce les idéologies qui se dispersent au fil de l'histoire de la noble Perse. Leur cerveau s'exerce, leur regard transperce les idéologies qui se dispersent au fil de l'histoire de la noble Perse. Une cigarette entre les dents, l'une d'elles rêve d'Occident. Pour l'autre, c'est moins évident. Elle cherche une juste balance entre intégrité des croyances et rêve vérité de la science. Au-dessus des murs, des cités, des toits de l'université, un écho plein d'intensité. Aujourd'hui, demain, comme hier, voici l'appel à la prière. Aujourd'hui, dans les archives du 33 boulevard Haussmann, vous avez pu entendre Je me rememoie par D comme lire, Afrique Simone par Ramaya et le groupe d'Argenta avec le titre Photographie. Cette émission a été produite par XY et The No, est réalisée par... notre technicien Ah, il est fier. Gobin Pan. Fait numéro 3. En ce jour de grâce du 18 mars, miracle, Éléonore, parée d'un corset des plus affriolants en porte-jartelle de cocotte, attend alanguie sur le sofa, un doigt négligemment enfoncé dans sa... Faut pas rigoler. C'est pas drôle. Il va falloir qu'on le bip là, le Sacha quand même. Oh bah Non, mais... bah non. Ah bah non. Ça va, on va pas mettre des effets sonores partout. Un grand merci à la participation de Carole pour notre magnifique publicité et un autre merci à Kat pour notre nouveau jingle dans l'émission. Pou pou pidou. Ouh. Je le refais, c'est pas la peine. Non. Je trouve
ça con.